Peut-être aussi ce qu'on peut dire, c'est que ce travail de Richard Peduzzi et Patrice Chéreau s'est articulé très souvent autour de la verticalité, une verticalité assumée, une verticalité qui mettait constamment dans un rapport de tension le corps de l'acteur, le corps chauffé à blanc, comme on dit, du corps des acteurs de Chéreau, avec ces architectures plus ou moins stables, mais toujours particulièrement imposantes. Et je crois qu'on pourrait définir cet univers par ce combat de l'homme, de l'acteur, de l'être, du personnage, avec ces architectures, jusqu'au moment tout à fait radical et surprenant d'Hamlet, où au contraire ces architectures se sont enfoncées dans le sol et elles remontaient comme d'un plateau englouti. Donc tout d'un coup, peut-être une des solutions les plus étonnantes qu'on ait pu voir, c'était cette idée de Peduzzi et de Chéreau qu'on ne peut pas entrer en compétition avec un lieu aussi fort que le Palais des Papes, donc avec la verticalité du Palais des Papes, et à ce moment-là, leurs architectures se sont enfouies sous le plateau et elles ressortaient en suivant l'évolution de l'œuvre. C'est drôle que vous parliez d'une nouvelle génération parce que effectivement, quand vous nous avez invités à venir parler de Patrice Chéreau, vous nous avez demandé finalement de raconter notre Patrice Chéreau. Et Patrice fait partie de ces gens dont on parle beaucoup, qu'on raconte beaucoup, mais qui, lui, se raconte finalement assez peu. Pour ne pas dire pas. Il se raconte dans les spectacles, mais Patrice a écrit à propos de ses spectacles, mais jamais à propos de lui. Il y a eu ce livre avec Colette Godard, mais c'est Colette Godard qui a écrit un livre sur Patrice, qu'il commente, mais Patrice a finalement peu écrit. Et moi, je suis très jeune pour parler de Patrice Chéreau. Il y a évidemment la plupart de ses spectacles, je ne les ai pas vus, parce que je ne pouvais simplement pas les voir. Donc je connais aussi ces spectacles parce qu'on m'en a raconté, par les captations, les bouts de captation, par les photos, par les articles, et puis surtout par ce qu'on en dit. Moi, je fais partie d'une génération de comédiens qui n'a évidemment pas vu émerger le phénomène Patrice Chéreau, qui n'a pas suivi le parcours et l'envolée de Patrice Chéreau. Moi, je suis une génération de comédiens qui est déjà un enfant de la dispute, en fait, et un héritier évident, parce qu'on l'est tous à la génération qui est la mienne, de ce que Patrice a pu apporter à la pratique théâtrale. Donc, oui, c'est vraiment un travail avec une nouvelle génération, et je trouve que c'est c'est évidemment une grande chance pour moi, mais c'est aussi, ça raconte beaucoup le personnage de se dire qu'il a aussi demandé à un garçon de mon âge de travailler avec lui sur la dramaturgie de Cosi fan tutte et de Tristan et Isolde à la Scala. Moi, j'ai rencontré Patrice Chéreau un soir d'avril aux Ateliers Berthier après une représentation de Phèdre. Et ce soir-là, nous avions parlé du deuil. J'avais été très frappée, en effet, par le fait qu'il faisait revenir Phèdre habillé en noir après l'annonce de la mort de Thésée, ce qui est une chose à laquelle on pense peu et qu'on voit rarement dans des mises en scène de Phèdre. Et surtout, j'avais été particulièrement émue par cette chose qui était infime et qui me semblait, moi, immense, c'est que Phèdre enlevait son alliance pour parler à Hippolyte et la laissait tomber par terre. En rencontrant Patrice, il se trouve que voilà, je connaissais Éric Ruff qui était dans la distribution, je suis moi-même à la Comédie Française et j'ai rencontré Patrice Chéreau. Et nous avons parlé de ça et je lui ai parlé du deuil et de cette alliance qui tombait par terre. J'ai l'impression aujourd'hui que cette conversation commençait un soir d'avril aux Ateliers Berthier, finalement, ne s'est jamais interrompue. Et que elle ne s'est jamais interrompue, mais cette conversation-là, c'est-à-dire cette conversation où il s'agissait du rapport entre l'art et la vie, entre l'art et la mort, et évidemment de la place que l'on peut donner encore au théâtre aujourd'hui. Quand je parle de théâtre et qu'on parle de Patrice Chéreau, je pense que vous avez déjà dû beaucoup en parler ces jours-ci, mais c'est forcément dans une acception très large et une idée du théâtre qui va bien entendu au-delà de l'exercice théâtral à proprement parler et qui peut englober
L'opéra, évidemment, mais aussi le cinéma, parce qu'il est impossible aujourd'hui de parler de Patrice Chéreau sans parler de ces 3 formes d'art et de se dire que tout ça fait un tout. Gabriel étant d'ailleurs, de ce point de vue-là, un film où je crois Patrice règle définitivement la question de l'apport du théâtre dans son cinéma et de son rapport entre le cinéma et le théâtre. Je crois que c'est un film dans lequel il assume absolument ce qu'il doit au théâtre et qu'il dit que son cinéma est aussi né de son parcours au théâtre. Copie dans lequel je jouais à la Comédie Française et il m'a engagé pour jouer dans Gabriel. Et puis notre conversation donc a continué et il m'a proposé de travailler avec lui sur Così fan tutte, où j'ai été à la fois son assistant et où j'ai travaillé à la dramaturgie. Et un jour, à une rencontre avec le public à Aix-en-Provence, une femme s'adresse à Patrice et lui demande ce qu'il fallait lire en fait dans cette interdiction de fumer et s'il s'agissait d'une nécessaire renonciation au plaisir dont la cigarette serait l'image symbole, parce qu'évidemment on demande toujours à Patrice quel est le message existentiel qui parcourt l'ensemble de son œuvre et ce qu'il veut nous dire depuis tant d'années. Ce à quoi Patrice répond toujours qu'il veut raconter des histoires, laissant parfois les journalistes pantois et qui répondent à bon seulement. Oui, mais c'est très ambitieux de raconter des histoires. Donc cette femme lui demandait s'il fallait lire quelconque message existentiel dans cette interdiction de fumer. Et Patrice lui a répondu non, il se trouve simplement que les théâtres brûlent. Voilà, les théâtres brûlent et c'est sans doute la plus grande chose que Patrice Chéreau m'a apprise. C'est vrai que c'est deux manières qui sont, je dirais, si on difficilement comparer 2 artistes, mais disons que s'il y a une comparaison à faire avec Antonioni, c'est que je pense que ils ont tous les deux un côté. Antonioni rêvait d'être un architecte, et l'obsession de la mise en espace, je dirais, serait la seule comparaison véritable qu'on pourrait faire entre ces 2 hommes. Mais c'est vrai qu'Antonioni était véritablement quelqu'un qui pensait comme un architecte et qui dirigeait comme un architecte. C'était vraiment, on vous mettait dans un espace. On pourrait presque imaginer que ça venait de l'extérieur, Antonioni. Que la direction d'acteur venait de l'extérieur. Parce qu'on vous met dans un certain lieu, dans une certaine place dans un lieu, prenait un sens. Alors que Patrice, c'est pas ça. Patrice, il vous met dans un certain lieu, mais à l'intérieur de vous-même. Il va vous pousser pour vous dépasser. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que une fois qu'on travaille avec Patrice, on s'en sort. Si le travail a été, je pense, réussi, on s'en sort transformé. Et c'est vrai qu'on grandit. Quand on est acteur et qu'on travaille avec Patrice, on grandit. Parce qu'on a traversé une véritable aventure, et quand on vit les aventures pleinement, on s'en sort transformé. Parce qu'on a accumulé du vécu précieux, des moments précieux. Donc, comment resituer là? Il faudrait que je resitue un petit peu mon travail avec Patrice, parce que ça a commencé il y a bien longtemps. J'étais au conservatoire en 3e année. Je partageais mon appartement avec Jean-Philippe Écoffet, qui a beaucoup travaillé avec Patrice. Et ce que je vivais au conservatoire, c'était bien, c'était très académique. Ce qui était formidable, c'est qu'on était sous un toit avec des acteurs qui avaient le même problème. J'étais sous un toit avec des acteurs qui avaient le même problème que moi, c'est-à-dire l'envie de devenir acteur. Mais ce que vivait le Jean-Philippe avec Chéreau, à la grande différence avec le conservatoire, c'est qu'il vivait une aventure humaine. Il avait, quand je les voyais, parce que je voyais débarquer de temps en temps Patrice et Pierre Roman, et puis les élèves de la première session, c'était 82-84 à Nanterre, au Théâtre des Amandiers. Patrice a donc et Pierre Roman ont eu cette excellente idée de faire une école, je dirais, expérimentale. Il y avait Catherine, Tasca, Dominique qui travaillait
dans ce théâtre vivant. Donc c'était formidable de pouvoir aller dans un théâtre vivant, c'est-à-dire un théâtre où il y avait des spectacles tous les soirs. Et donc j'étais en 3e année du conservatoire et j'étais complètement fasciné par ce que vivait mon camarade Jean-Philippe Écoffet. Et donc j'ai décidé de faire l'école de Nanterre après avoir croisé Pierre Roman et Patrice. Mais j'étais pas le seul, on était 3600 à se présenter, ils en ont pris finalement 19. Mais ce qui était formidable, c'était, à la différence du conservatoire, c'est que là, on allait travailler d'homme à homme, je dirais. Parce que les aventures artistiques, les aventures théâtrales ou au cinéma, ces aventures, je me répète, c'est des aventures humaines. On va à la rencontre de quelqu'un, on partage, on s'ouvre, on va chercher des moments de vertige, et c'est ce que fait très bien Patrice. Patrice, il a cette manière de faire que vous vous dépassez, que vous poussez vos limites un petit peu plus loin et que vous avez l'impression du coup de grandir et de vous surpasser. Ce qui est, je pense, essentiel pour un artiste. Si on n'a pas ce sentiment-là, finalement, on s'effiloche et on perd l'artiste en soi. Ce qui arrive très souvent. Et donc, du coup, avec cette école, j'avais l'impression que justement, que j'allais peut-être aller à la rencontre de cet artiste en moi, à travers la relation avec Patrice et Pierre Roman. Et je pense que Pierre Roman était au départ un plus grand pédagogue que Patrice. C'est-à-dire que lui, on avait l'impression que c'était un peu la personne qui nous protégeait. Et Pierre Roman est une partie essentielle, maîtresse du théâtre des Amandiers. C'est lui, je pense. Je ne sais pas si c'était vraiment lui qui a eu l'idée. Oui, c'était lui qui a eu l'idée de faire une école. Je pense que c'était une école expérimentale. Et Pierre a été vraiment la personne qui nous a immédiatement aimés. Immédiatement, il nous a pris, on était ses poussins. Et c'était juste quelqu'un qui adorerait répéter. C'est quelqu'un qui adorerait être dans un lieu et juste prendre son temps pour répéter ses mises en espace, travailler la psychologie des personnages. Et tout était très en douceur. Je me souviens qu'avec Pierre Roman, oui, on passait des heures debout dans un espace à juste écouter le texte que l'acteur jouait et on se déplaçait. À chaque fois que l'acteur se déplaçait, on faisait une sorte de chorégraphie dans un espace. On passait des heures à faire ça. Il nous parlait avec cette voix douce, cette manière de vous approcher comme ça, avec une grande tendresse. Donc Pierre était la partie centrale au départ de cette école-là. Et Patrice était je dirais, la locomotive du théâtre des Amandiers. Et donc nous, les élèves qui débarquions, il faut savoir que on était 19 et que dans ces 19 élèves, on venait de partout. Il y avait des gens comme moi qui avaient fait le conservatoire. Sachant que d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est que le conservatoire, Jean-Pierre Miquel, pour ne pas le citer, qui nous a quittés malheureusement, m'avait renvoyé du conservatoire avant même que je sois reçu à Nanterre. Il m'avait demandé de choisir. On était en plein stage. Il restait plus que 60 élèves qui faisaient un stage de 2 semaines. Et au milieu de ces 60 élèves, ils allaient choisir 18 élèves. Puis finalement, ils en ont pris 19 à Nanterre. Et donc, le directeur du conservatoire m'a demandé de choisir avant même d'être reçu à Nanterre. Et j'ai choisi Nanterre avant même d'être reçu à Nanterre. Donc, c'était un moment assez angoissant pendant plusieurs semaines. Et 2 semaines après, il m'appelle en me disant Vincent, ben voilà, Viviane est née. Donc, ces photos lui ont donné l'idée de me donner ce rôle. Alors du coup, voilà, après, il fallait le faire. Il fallait le faire, le rôle.
Donc bien évidemment, j'ai fait plein de recherches et tout ça, mais Patrice a ce sens du détail. En fait, il fait tellement, en fait, il se pose tellement de questions sur les personnages, il les fait tellement exister qu'à un moment donné, on a un carcan. On a un lieu dans lequel faire évoluer ce personnage, le faire vivre, de par toutes les informations qu'on a pu partager avec Patrice. Patrice, c'est vraiment ça. Et en plus, c'est un peu le roi je dirais, du paradoxe. C'est quelqu'un qui va vous dire une chose, il va vous faire aller dans un sens, et puis ensuite, il va vous dire pratiquement l'opposé. Te dire que je parle ici en tant que spectatrice. Et donc, à partir de ma mémoire de spectatrice, et j'ai écrit mon intervention. Tu m'as demandé d'être assez brève, donc comme je suis aussi un peu émue, j'ai préféré écrire ce texte. Quelque part dans l'œuvre de Bernard-Marie Coltès, il y a des personnages qui débattent de savoir si ce qui reste, ce sont les souvenirs heureux ou les souvenirs malheureux. De ma place de spectatrice, donc, je sais que la part inoubliable pour moi dans l'œuvre de Patrice Chéreau, ce sont des sensations qui mêlent bonheur et malheur, des sensations de rupture et de renaissance, de bascule sur des lignes de faille, de séisme où la vie se reconfigure. C'est donc la puissance de ces moments de déchirure, de révélation, de surgissement que je voudrais évoquer ici en essayant d'être le plus concrète possible. Et donc, de ma place de spectatrice, je voudrais témoigner parmi d'autres de 4 bouleversements. Le premier, qui fut le premier en date pour moi, fut donné par Per Gunt. Il est lié à l'espace. Je me rappelle encore de mon désarroi dès les premières minutes du spectacle, et même sans doute un petit peu avant qu'il ne commence, devant cet objet scénographique gris, dont la cohérence échappait. Puis, de la naissance du théâtre, du voyage de l'imaginaire, de la douceur des toiles peintes et de la cruauté exacerbée de la scène de l'asile. De la violence de la tempête, où on se sentait tangué, et encore aujourd'hui, je vois bouger le pont de ce bateau qui était pourtant immobile, et je ressens ce sol glissant comme un danger, et la course des acteurs sur ce pont. Et puis, plus rien. Le 5e acte, un plateau presque nu, une trappe comme une tombe, une lumière presque ingrate, et juste la terrifiante confrontation de Père à sa vieillesse et à sa mort. Chute dans le vide, sensation du néant. Et le jeu des acteurs, tellement concret, toujours. Et nous, les spectateurs, qui avions accompagné Gérard de Sarthe pendant tout ce parcours, de notre empathie, et lui, qui était venu très près de nous, en courant dans les travées escarpées du théâtre de la ville. Et là, lui encore, en face de nous, séparé de nous, entouré de vide, seul face à l'expérience que tous nous redoutons le plus, celle où nous sommes vraiment seuls. Mais cela n'était pas que glaçant, terrifiant, et c'est aussi le souvenir d'un enthousiasme théâtral qui me porte encore et qui m'a marqué à vie. Le reflux des images, le reflux d'une certaine forme de poésie, le reflux d'une rencontre imaginaire dans un monde intermédiaire où nos rêves de spectateurs s'échangent avec ceux des acteurs. Ce reflux, comme une mer qui se retire, ce théâtre lavé comme une grève de sa propre magie, mais qui nous faisait le don, dans ce moment d'une force inouïe, du sens le plus profond de la pièce, d'Ibsen. Une fois tombées les pelures, l'une après l'autre, le moi face à son vide. La force avec laquelle était brandi ce noyau de néant, et peut-être aussi la confiance que cela supposait en nous, spectateurs, et en eux, acteurs, le partage de cette nudité, cela, c'est pour moi le cœur de ce théâtre-là. Le second bouleversement est venu de Hamlet. Je crois qu'il n'y a aucun spectateur qui pourra jamais oublier le surgissement du spectre au plein galop sur son cheval noir, mais c'est d'autres choses dont je voudrais parler ici, du duel du dernier acte. Ce combat intervient alors que la tragédie semble arriver à son épuisement, alors que tout est consommé, perdu, ses fleurets sont empoisonnés, et je n'y avais jamais vu pour ma part qu'un épisode de genre, au fond, assez convenu. Je me souviens très bien encore de ma stupeur en haut des gradins du Palais des Papes, quand j'ai commencé à comprendre qu'après 4 heures de spectacle à peu près, le spectacle prétendait nous faire assister à ce duel en temps réel. Et cette sensation d'interruption du temps théâtral, du temps de la narration, de la fiction, de la pensée aussi,
pour faire place à un temps réel, reste inoubliable. C'était magistral, cette abolition du temps de théâtre, d'un temps de la convention, par le temps du match, du combat. Hamlet, dont la pensée s'épuise en vain à ressaisir le sens de son expérience, ce sens qui pourrait légitimer une action, ce même Hamlet nous apparaissait tout d'un coup comme un combattant incroyablement vif, et le duel entier comme un sursaut de vitalité dans ce funèbre dernier mouvement de la tragédie. Et nous aussi, spectateurs, nous étions arrachés à cette lente spirale qui nous conduit peu à peu au consentement ou à la participation à l'échec du héros, pour être repris par la vie, la nôtre aussi, au présent. Et sans nous y attendre, nous étions ainsi remis les pieds sur terre, atterrissage imprévu dans la fiction, et par un humour souverain du spectacle, nous étions basculés de notre position de spectateur de tragédie vers celle plus triviale de spectateur d'un match, avec le plaisir tellement singulier de suivre ce qui se passe à la seconde près. Bien sûr, ce combat était un combat de théâtre réglé, mais il nous rendait à une conscience de la réalité au moment où nous y attendions le moins. Et des années après, je me dis que si cette bascule m'a tant frappée, m'a causé une telle joie, c'est parce qu'elle exprimait de vie partagée, de jeu partagé entre le plateau et nous. Le théâtre comme match, cela aussi c'est une des dimensions de cette œuvre, qu'il s'agisse de ce duel-là ou de ceux de la solitude des Champs de Coton, de la fosse suivante, de Gabriel, tous ces matchs entre les êtres à la seconde près qui nous mettent au présent exact de nos émotions et au présent de nous-mêmes. Le troisième de bouleversement que je voudrais évoquer est lié au fantasme et à la mélancolie. Et c'est celui du surgissement de la danse dans la dernière version de Dans la solitude des Champs de Coton. Avec ce poignant enchaînement en hiatus, parfaitement imprévisible, qui survenait après la mi-temps du spectacle, après le passage à vide de la représentation, après le relâchement des acteurs marchant sur le plateau, puis assis parmi nous, les spectateurs, en buvant leur bouteille d'eau. Et d'un seul coup, la musique, la danse, qui nous précipitait sans sommation dans l'espoir fou que contient le dialogue de Coltès, à l'endroit rêvé que tous ces mots encerclent et repoussent à la fois. Le sol des mots se dérobe, la représentation s'ouvre en une ligne de faille et advient abruptement, quoi ? Un rêve, un fantasme, oui, mais parfaitement réel sur un sol de béton. C'était comme de passer de l'autre côté du miroir.